Jacques, il a publié plusieurs livres. Je vous montre rapidement les couvertures. Il a publié 14-18, La Grande Guerre des classes, et on vient de célébrer la fin de la guerre 14-18, donc c'est vraiment l'actualité. Il a aussi publié Le mythe de la bonne guerre. Les États-Unis ont-ils fait vraiment une bonne guerre en 40-45? Big Business avec Hitler. Ceux qui font le business, ben, c'est le gros business aux États-Unis, donc c'est une collaboration y compris pendant la guerre. Et donc voilà, il est vraiment la personne euh, tout à fait indiquée pour nous parler on vient d'avoir la fameuse célébration. Macron a fait un grand show là, avec tous les chefs d'État et Trump qui n'était pas très content, mais bon. Et dans ce show, il a donné une phrase qui m'a marqué. Il a dit les poilus, donc ces millions de Français, mais aussi les Anglais, les Britanniques, des Belges, des Allemands, les poilus ont sacrifié leur vie, ils se battirent, je cite, pour que la France reste la France. Jacques, d'accord avec cette belle phrase très noble de Macron? Je suis d'accord, c'est une très belle phrase, mais je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit. La France est partie en guerre en 14 parce que l'élite de la société française voulait la guerre. Ils souhaitaient la guerre, mais pas pour garder la France telle qu'elle, mais pour garder, pour préserver, pour protéger le système social et le système économique. Donc une société où eux, ils contrôlaient les choses, à un moment tout de même où ils avaient une grande peur de deux choses. Tout d'abord, la révolution, qui était dans le programme de la plupart des partis socialistes qui étaient encore marxistes en ce temps-là et donc révolutionnaires. C'est une période chaude où il y a beaucoup d'agitation. Oui, parce que la soi-disant belle époque n'était pas belle du tout. Dans la belle époque, des années entre 1910, disons, et 1914, était marquée par beaucoup de grandes grèves, de manifestations, de violences un peu partout. Non seulement en Europe, en France, bien sûr, mais autre part, en Russie, mais aussi un peu partout au monde. Quoi. Il y avait de grands problèmes un peu partout et ça faisait peur. Et ça va déboucher sur 1917 et c'est ça qu'il craint. Ouais. L'idée, c'est qu'une bonne guerre est nécessaire pour remettre donc pour créer l'ordre, pour préserver le système. Parce que si on fait rien, si on laisse faire, il y aura la révolution. Alors mieux la guerre que la révolution. Parce qu'on avait déjà appris que la guerre, c'est une façon d'empêcher, d'éviter une révolution, et aussi une façon donc d'arrêter la démocratisation. On n'a pas encore la démocratie complète, ça n'existe pas. Il va bientôt y avoir le suffrage universel, oui, bientôt, il y a après, des mouvements pour la démocratie, donc c'est ça qui fait peur. Alors, la Première Guerre mondiale était dans un sens un grand projet contre-révolutionnaire et antidémocratique. D'accord. Et le système, dans la plupart des pays en Europe, dans la majorité, dans presque tous les pays, n'était pas encore un système démocratique. Même en Belgique, il n'y avait pas le suffrage universel. Et surtout sur le plan social, parce que la démocratie, ce n'est pas seulement une chose politique, c'est aussi une chose sociale. Ça veut dire que la démocratie, c'est un système où le démos, le peuple, le mot grec pour peuple, puisse a quelque chose à dire dans la politique, où il profite dans un sens de la politique, où la politique, les politiciens font quelque chose pour le peuple. Alors, et quand Anatole France dit ces millions de gens se sont battus pour des industriels, ça veut dire que c'est une guerre pour le fric? Est-ce qu'on peut expliquer ça? Oui, la guerre donc était dans un sens un projet, comme je dis, contre-révolutionnaire et antidémocratique, mais c'est aussi un projet, utilisons le mot, impérialiste, parce que tous les pays se faisaient la concurrence, les systèmes économiques nationaux, pour ainsi dire, se faisaient la concurrence, et il s'agissait surtout d'acquérir des territoires où l'on pouvait aller chercher les matières premières dont notre industrie avait besoin, où nos banques pourraient aller faire des investissements, oui, le caoutchouc, le cuivre, tout ça. Et alors aussi où il y a de la main d'œuvre bon marché. Je pense à la France par exemple, qui avait comme colonie le Vietnam, où il y avait le caoutchouc, et il y avait des milliers de gens pour y travailler pour presque rien, pour offrir le caoutchouc à Michelin, qui en a profité. En fait, la richesse de Michelin est venue de l'Indochine, du Vietnam. Quand l'écrivain français Balzac dit derrière chaque grande fortune se cache un crime. C'est ça, oui. Et de la même façon, l'Allemagne, la Grande-Bretagne avait son œil sur la Mésopotamie, une province de l'Empire ottoman, qui est devenue plus tard l'Irak. En fait, la vraie raison pour laquelle la Grande-Bretagne est entrée en guerre n'était pas pour sauver la petite Belgique,
C'était pour mettre la main sur le pétrole de la Mésopotamie. Et tandis contre l'Allemagne. Oui, et tandis qu'une petite armée est venue ici se battre à Mons et autre part au nord de la France, entre-temps, le gros de l'armée britannique est arrivé à Basra et a marché vers Bagdad et vers Mossoul. Et à la fin de la guerre, les Britanniques étaient les maîtres du Moyen-Orient. Donc, quand le célèbre journaliste français Daniel Mermet rejette cette phrase de Macron et dit non, ces poilus ne se sont pas sacrifiés, ils ont été sacrifiés, c'est juste. Oui, ils ont été sacrifiés, c'est certain. Et là, il faut encore ajouter que avant la Première Guerre mondiale, les élites, une minorité démographique dans chaque pays, l'Allemagne, la Russie, la France, la Grande-Bretagne, avaient une grande peur, ce qu'on appelait dans ce temps-là les masses. Les masses étaient supposées être bêtes et cruelles. Et la démocratie, ça menaçait, en fait, d'amener la masse au pouvoir. Seule l'élite était capable de gérer le pays. Oui, il fallait une oligarchie, dans ce sens. Une élite devait c'était un peu le message du grand philosophe dans ce temps-là, de Nietzsche, qui était lu non seulement en Allemagne, mais qui a une grande popularité en France aussi, et même aux États-Unis. Parce que lui disait, la démocratie, c'était une grande erreur, c'est un crime. Il nous faut l'esclavage. Il faut qu'une élite de gens beaux comme moi, et intelligents comme moi, comme nous, en fait, règne et que les masses suivent les ordres. Alors, une façon de faire ça, le grand problème, c'était qu'avec le mouvement ouvrier, l'avènement des partis socialistes, les masses se sont montrées dangereux, c'était les classes dangereuses. Alors, une guerre, c'est une façon d'arrêter tout cela, de leur mettre un uniforme et de les faire obéir les ordres que nous allons donner. Il faut obéir inconditionnellement. Et comme les masses étaient trop nombreuses, l'idée que des dizaines de milliers allaient mourir sur le champ de bataille, c'était pas si grave que ça. C'est dans ce contexte qu'on peut comprendre. Il y avait trop de gens, il y avait trop d'ouvriers. C'est ça. C'était le malthusianisme aussi. Dans ce contexte, on peut comprendre que des types comme le maréchal Haig en Angleterre envoyaient des soldats vers leur mort, et si à la fin du journée, il y avait 20 000 morts, ou même 30 000 comme dans la première journée de la bataille de la Somme, le 1er juillet 1916, c'était pas grave, parce que quand il n'y en a plus, il y en a encore. En France ils sont Pétain, trop nombreux. Lyoté, ils ont sacrifié Et s'il y en a encore énormément. Et s'il y en a plus chez nous, on vient chercher les Sénégalais. On va chercher les Indiens, ou les Algériens, les tirailleurs sénégalais, les tirailleurs d'Afrique du Nord. La chair à canon. C'est l'histoire d'un génie qui a révolutionné le monde des armes durant la révolution industrielle. Quand il crée une nouvelle arme, aussitôt, c'était une évidence pour ses contemporains et c'était un succès. L'histoire d'une alliance improbable entre un inventeur américain et une société belge. Browning a été véritablement sauvé par la région wallonne, par l'argent du contribuable. Quel rôle les armes Browning ont-elles joué durant la Première Guerre mondiale? Comment expliquer le savoir-faire liégeois en matière d'armurerie? Et dans quelles circonstances la FNR Stahl a-t-elle racheté Browning? Nous rachetons les actions qui sont cotées sur le marché américain. L'autre fois, je discutais avec un collègue, un chômeur. Il me dit comme ça, ouais, la Wallonie, moi, j'y crois plus, quoi. Depuis qu'on vend des armes à l'Arabie Saoudite, ouais. Je dis quoi? Ma Wallonie à moi, mon terreau fertile d'identité, vendrait des armes à l'Arabie Saoudite? Non, j'y crois pas, ça, je sais pas avec ça. Je réfléchis, je fais un petit tour, et puis je dis, moi, je suis pas dupe. Je vérifie, et là, qu'est-ce que je vois? Stupéfaction. Sous l'accord de Borsu, Monsieur Borsu, la Wallonie vend des armes à l'Arabie Saoudite. Le mec assume, il va dire, non, c'est bien. Parce que c'est pour maintenir de l'emploi. Mais c'est pas une explication ça, Willy. C'est de la merde. Le mec il s'est levé un matin, il a pris son PC, avec sa souris il a pris sa morale comme ça, et il a fait glisser jusqu'à la corbeille. Et hop, il a déposé dedans. Après il a fait clic droit, vidé la corbeille, et bim, on n'en parle plus. Terminé mon gars. En gros, quelles que soient les conséquences, on s'en fout. Tant qu'on crée de l'emploi. Les armes utilisées dans la guerre au Yémen ont été fabriquées par divers pays européens. L'Arabie Saoudite effectue ainsi des raids aériens avec des avions de combat Tornado. Dans les années 80, 96 exemplaires du modèle IDS ont été livrés à Riyad, la plupart de fabrication allemande. En 2016, l'Allemagne autorisait encore la livraison de pièces de rechange et de logiciels à l'Arabie Saoudite. Ces images témoignent de l'utilisation de Tornado. L'un d'eux a été abattu début 2018 au-dessus du Yémen. Ces rebelles exhibent un morceau d'aile d'avion de combat Tornado. L'épave a été retrouvée dans le district de Ketaf au Yémen.
l'Arabie Saoudite n'achète pas seulement à l'Allemagne. Pour la guerre au Yémen, le royaume recourt également à la technologie italienne. Vendus à Riyad, des lance-missiles automates Mk2 ont été montés sur des frégates de la classe Al-Madina de la marine saoudienne. L'autorisation a été délivrée en 2016 par le gouvernement italien. Les livraisons ont duré jusqu'en 2017. Voici une frégate de la classe Al-Madina dans les eaux territoriales du Yémen, après avoir essuyé une attaque par des rebelles houthis. L'Italie a aussi conclu des marchés avec le dictateur syrien Bachar al-Assad avant la guerre civile syrienne, mais il en reste aujourd'hui des traces. Le système Termsky de Galileo Avionica a été monté sur des vieux blindés. Il assure une meilleure visibilité de jour comme de nuit, ainsi qu'une grande précision de tir en mouvement. Début 2018, les blindés de Bachar al-Assad ont attaqué des positions de Daesh dans les environs de Damas. Sur ces images d'un véhicule détruit, on peut voir qu'il était équipé du système Termsky. Pendant la guerre civile syrienne, les opposants d'Assad ont eux aussi combattu avec des armes européennes. Un exemple, le blindé FNSS ACV-15 utilisé par l'armée libre syrienne. Construit en Turquie, il est composé de nombreuses pièces fabriquées aux Pays-Bas et livrées jusqu'en 2018. Mais difficile de déterminer la part de technologie néerlandaise dans ce blindé. Les informations du gouvernement manquent de précision, même si l'on sait que le président turc a autorisé la livraison de ces véhicules aux Syriens. L'Europe a également vendu des tanks à Bahreïn, lorsqu'en 2011, la monarchie a écrasé le mouvement de contestation populaire. Le blindé AISV est fabriqué aux États-Unis. La Belgique a revendu une cinquantaine de ces véhicules d'occasion à Bahreïn. Malgré la répression contre les défenseurs de la démocratie, la Belgique a récidivé en 2015 en revendant 45 blindés supplémentaires à Bahreïn. C'est un salon où les polices du monde entier viennent faire leurs courses. Ici, on trouve de tout. Armes, véhicules, munitions. Cette année, il y a 1010 exposants. Enfin, 1009 depuis hier. Car ce stand a été fermé par un huissier. À l'intérieur, le matériel vendu était à peine croyable. Exhibé aux yeux de tous, ce garrot à pulsion électrique. Il s'attache à la cuisse et envoie des décharges. Proposé également dans leur catalogue ce bracelet et cette pince électrique, ou encore cette fourche anti-émeute à pointe. J'ai 1000 exposants, vous pensez bien que je ne peux pas contrôler tous les catalogues. Qui plus est, aujourd'hui, un catalogue, vous pouvez le mettre sur votre téléphone portable et là, je ne pourrai pas contrôler, c'est sûr. Aujourd'hui, plus personne n'exposerait d'équipements de torture sur le salon. Ils ont en effet bien disparu des catalogues, comme en témoigne cette page déchirée. En caméra cachée, nous tentons de voir si nous pouvons nous procurer ces menottes électriques jaunes interdites en Europe. Vous avez ce type d'équipement ? Non, mais peut-être que je peux vous aider à le trouver. Je vais prendre une photo. Chaque année, plus de 140 milliards de dollars d'armes sont vendus sur la planète. Un business juteux et controversé. Côté chiffres, pas facile d'y voir clair. Sur ce marché sensible, le secret et l'opacité sont de mise. Et oui, aujourd'hui, le commerce des armes est moins régulé que celui des bananes et des iPods. Constat détonnant. Mais qui sont les vendeurs d'armes ? Certains États en ont fait une de leurs spécialités. En haut du podium, on trouve les États-Unis dont la puissance de feu pèse près de 55 milliards de dollars en 2015, soit 33% des ventes mondiales. À la deuxième place, la Russie. Le business des armes lui a rapporté 42 milliards de dollars. En troisième position, se hisse la Chine, avec près de 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires, soit 5,9% des parts de marché. L'empire du milieu a dépassé la France, titulaire jusqu'alors du titre. En quatrième, on trouve l'Allemagne, suivie de la France, du Royaume-Uni, de l'Espagne, de l'Italie, d'Israël et de l'Ukraine. Mais s'il y a des vendeurs, c'est qu'il y a des acheteurs. Niveau importation, l'Inde remporte la médaille d'or avec 23 milliards de dollars dépensés en armement en 2015. Les tensions dans la zone, notamment avec le Pakistan, expliquent ces fortes dépenses. Dans les autres pays du top 10, on trouve l'Arabie Saoudite en deuxième position, suivie de la Chine, des Émirats Arabes Unis, du Pakistan, de l'Australie, de la Turquie, des USA, de la Corée du Sud et de Singapour. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour la paix, vous en conviendrez, mais le commerce des armes est en pleine expansion. La course à l'armement est révélatrice des tensions internationales et selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, le commerce des armes a progressé de 14% entre 2011 et 2015 par rapport à la période 2006-2010.
Et pour tenter d'encadrer et de moraliser un tant soit peu ce marché florissant des machines à tuer et faire bonne figure, 130 pays ont le 24 décembre 2014 signé le traité sur le commerce des armes. Une avancée historique pour les défenseurs des droits de l'homme, mais ce qui est moins bien, c'est que seulement 84 pays l'ont ratifié. La Russie et la Chine, par exemple, n'ont pas signé le traité. Quant aux États-Unis, s'ils l'ont signé, ils ne l'ont toujours pas ratifié. Je voudrais qu'on en vienne à 40-45. Là, quand même, on a critiqué notamment les États-Unis, mais là, ils ont fait une bonne guerre. Ils sont venus, nous dit-on, pour nous délivrer du fascisme. Oui, les États-Unis sont un pays qui a connu beaucoup de guerres, dont beaucoup de guerres n'étaient pas si bonnes que ça. La guerre contre les Indiens, c'était un massacre en fait, et d'autres guerres contre le Vietnam. Mais de la Deuxième Guerre mondiale, on est convaincu aux États-Unis que c'était vraiment une bonne guerre. Et en Europe. Oui, et c'est déjà une première anomalie quand on aimerait croire ce mythe, une première anomalie, c'est le fait qu'ils ne sont pas venus sauver les pays des petites démocraties telles que la Belgique, qui est une plus grande démocratie comme la France, en 39 ou en 40, ils étaient là de côté, ils n'étaient pas intéressés. Ils sont venus à la fin, très tard, à la fin de 41, et à cause d'une attaque japonaise. On peut se demander si les Japonais n'avaient pas attaqué Pearl Harbor. Ils ont attaqué la flotte, la flotte à Pearl Harbor. Oui, c'est ça, quand est-ce que les États-Unis seraient entrés en guerre. Est-ce que ce livre que je montre là, Big Business avec Hitler, il éclaire cette question? Est-ce que les États-Unis ont fait du business avec Hitler encore avant et pendant la guerre? Oui, c'était une chose peu connue. Tout de même, on commence à mieux connaître tout cela, parce qu'il y a de plus en plus d'études là-dessus. Quand quand j'ai écrit ce livre-là, il y a des années, c'était encore assez neuf. Je ne dis pas que j'ai inventé tout cela. J'étais le premier à le savoir, à en écrire. Non, c'était déjà assez connu, mais pas par le grand public, parce que les médias n'en parleront pas. Toi, tu le sais comment ça marche. Ah oui, moi j'ai été éduqué ici en Belgique. Les Américains nous ont libérés, il faut être reconnaissant. Ouais. Et selon les médias, les mainstream médias comme on dit, tout le monde, on aime faire croire que les États-Unis détestaient Hitler et adoraient la liberté et la démocratie. En fait, la réalité, c'est qu'il y avait des Américains qui détestaient Hitler, des Américains juifs, des Américains de souche polonaise, par exemple, après la guerre. Mais la plupart des membres de l'élite américaine, les banquiers, les industriels, ils aimaient Mussolini, ils aimaient Hitler. Pourquoi? Parce que, comme ils disaient, on peut faire des affaires avec Hitler. Donc, et non seulement ça, mais il était anticommuniste, ça aussi. Mais avec Hitler, de faire des affaires. Et les gens ne savent pas, la plupart des gens ne savent pas que les grandes entreprises américaines et banques avaient de très grands investissements en Allemagne, qui ne faisaient pas de bonnes affaires avant 1933, quand Hitler est arrivé au pouvoir, mais qui, commençant en 1933, ont fait de très bonnes affaires, parce que Hitler a commencé le réarmement de l'Allemagne. Il a commandé auprès de Ford, par exemple, General Motors, qui avait une grande usine Opel, toujours là, du côté de Mainz, des camions, des chars, des moteurs d'avion. Et il a payé, ils ont payé les factures.